Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être. Embarquez pour une aventure autour du monde en découvrant des destinations et cultures fascinantes tout en explorant le bien-être sous toutes ses formes. Que vous soyez enthousiaste à l'idée de voyager, curieux de nouvelles cultures ou passionné par le bien-être, la santé, les sports et même en quête de réflexion profonde, ce podcast est pour vous. Dans chaque épisode de ce double voyage, nos invités partageront un pays qui les a marqués, mais aussi une thématique spécifique, que ce soit leur passion ou tout simplement leur histoire. Vous pourrez ainsi non seulement vous évader, mais aussi repartir avec des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Julien est aventurier professionnel. Il crée des séjours immersifs dans la nature, guidant ses participants à travers des aventures profondes et intenses. Dans cet épisode, nous plongeons dans le Yukon, ce vaste territoire canadien aux paysages grandioses où la nature règne en maître. Julien nous raconte ses expéditions, parcourant des centaines de kilomètres en canoë en autonomie complète. Il nous partage ses rencontres avec les Premières Nations et les peuples autochtones, l'intensité de la nature et la richesse de la faune sauvage. Julien est également formateur en bushcraft, une discipline qui consiste à utiliser les ressources naturelles pour subvenir à ses besoins de manière simple, tout en respectant l'environnement. Il nous explique comment cette pratique permet de se recentrer sur l'essentiel, de se reconnecter à la nature et de repousser ses limites personnelles. Bonne écoute et surtout, bon voyage! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Julien. Bonjour, Comment te sens-tu aujourd'hui? très bien, je vais bien, merci. Super, écoute, je suis ravie qu'on puisse, faire ce podcast ensemble. Ça fait, des mois qu'on échange, pour se préparer pour ce podcast. Il y a eu quelques imprévus, mais tout est toujours parfait, donc on a enfin réussi à se retrouver aujourd'hui. Avant qu'on commence, juste pour expliquer à l'audience, j'avais découvert ton profil il y a plus d'un an et vraiment tes stories m'avaient marquée sur le Yukon avec ces paysages incroyables et puis, tout ce bushcraft dont on va parler que tu essaies de transmettre et je m'étais dit: «Ça serait super que je puisse l'interviewer». Donc les mois ont passé, on avait un petit peu échangé cet été, un petit peu plus tard et nous voilà aujourd'hui, donc je suis vraiment trop contente. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, nous dire, qui es-tu, d'où tu viens et ce qui te passionne dans la vie? Alors, je m'appelle Julien Abat, je suis aventurier professionnel, j'ai 42 ans. J'habite dans l'Ain, entre Lyon et Annecy, et je suis passionné par l'aventure et les expéditions. Et est-ce que ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas, mais j'ai mis un petit peu de temps à me professionnaliser. Je suis passionné par ce milieu-là depuis mon enfance, oui. Parce qu'il me semble que tu as fait les tu es un jeune scout aussi? J'ai été scout, ouais, quand j'étais plus jeune, de mes 10 à 13 ans. OK. Donc c'est peut-être, de là que te vient cette passion aussi pour l'aventure et ce contact avec la nature, j'imagine? Entre autres, ouais, ça a aidé à me pousser vers ce milieu-là, mais il y a eu d'autres facteurs, d'autres personnes aussi qui m'ont inspiré et qui m'ont donné le goût à l'aventure. Donc aujourd'hui, on va parler du Canada et plus particulièrement du Yukon. Donc désolée, parfois je dis Yukon, Yukon, mais voilà, comme tu m'expliquais juste avant qu'on commence, donc c'est plus les Québécois qui disent Yukon, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc nous, on va dire, enfin je vais essayer de rester avec, Yukon. Donc qu'est-ce qui t'a amené à découvrir cette partie du Canada? Alors c'est un territoire qui m'attire depuis mon enfance. Heu, j'ai découvert ce territoire, c'est rigolo, mais j'ai découvert ce territoire par les aventures de Picsou Magazine quand j'étais gamin, puisque c'est là-bas que Picsou a fait sa richesse et heu et du coup, je trouvais que c'était bien expliqué, les dessins étaient sympas et c'est du coup, étant tout petit, ça m'intéressait beaucoup, ça c'était pour moi synonyme de le Yukon était pour moi synonyme d'aventure, d'expédition et cetera, sans parler de recherche d'or, hein et du coup, depuis mon enfance, c'est un territoire qui me fait rêver donc j'ai mis un petit peu de temps à pouvoir y aller, et puis la première fois que j'ai pu mettre les pieds là-bas, c'était en 2023 pour ma première expédition sur le territoire. Ça devait faire quelque chose, j'imagine, après, tant d'années, de se retrouver enfin là-bas? Ouais, ouais, c'était quelque chose d'important pour moi. C'était, une expédition qui avait une forte symbolique
Hormis le fait que le territoire est incroyable, pour moi, c'était, le fait de mettre les pieds là-bas, c'était quelque chose de déjà incroyable, en soi. Je veux dire que tu as réalisé un rêve? Tout à fait, j'ai réalisé un rêve. Peut-être pour expliquer quand même à l'audience, donc le Yukon, c'est un territoire du nord-ouest du Canada. Il y a environ 43 000 habitants et en termes de superficie, c'est un petit peu plus petit que l'Espagne et on est vraiment, entre, ces territoires canadiens et l'Alaska à l'ouest. La première fois que tu es partie au Yukon, c'était donc dans le cadre d'un stage et tu voulais amener des gens, découvrir ce territoire avec toi ou c'était d'abord une exploration avant de pouvoir y amener des gens? Quand j'amène des gens sur une expédition, c'est déjà que moi, j'ai fait une expédition, solo ou enfin avec mon binôme d'expédition. Donc la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, c'était dans le cadre d'une expédition personnelle avec, mon binôme Samuel et donc on a réalisé une itinérance entre Whitehorse et Dawson City en canoë. Ça fait 750 kilomètres et on a tourné un documentaire. On tourne des documentaires, à chaque fois qu'on fait une expédition. Et tu mets tout ça sur YouTube, après? Alors je mets tout ça sur YouTube, je propose ça à des festivals de films d'aventure. C'est venu avec le temps. Alors j'aime bien pouvoir, documenter un petit peu ce que je suis en train de vivre en expédition et il y a toujours des sujets intéressants à aborder. Donc du coup, je joins l'utile à l'agréable, pouvoir tourner des documentaires, ça me permet de pouvoir, avoir plus facilement aussi des sponsors pour les expéditions. Ça laisse des traces de mon passage, ça laisse des traces pour mon fils quand il sera plus grand, il pourra voir ce que son papa a fait, voilà. Oui, ça, on en reparlera si tu le partages dans tes stories sur Instagram, on sent déjà que tu essaies de lui transmettre, ce côté un peu bivouac, partir à l'aventure et c'est vrai que ça fait rêver et là, si on reste un petit peu sur le Yukon, sur la partie historique, donc tu l'as mentionné, cette ruée vers l'or, donc ça, c'était à la fin du 19e siècle avec l'arrivée des chercheurs d'or, avec la ruée vers l'or du Klondike en 1896 où ça a attiré des milliers de prospecteurs et en fait, je ne sais pas si tu le savais, mais le Yukon, il est devenu un territoire canadien en 1898 et c'était principalement, en fait, pour gérer l'afflux de la population due, à la ruée vers l'or. Est-ce que ça, quand tu t'es rendu les 2 fois au Yukon, tu as senti, cet héritage, culturel de la ruée vers l'or et est-ce que c'est quelque chose qui est toujours présent? Alors oui, c'est quelque chose d'encore très présent, ça reste la principale activité du Yukon, la recherche d'or. Donc il y a encore plein de mines de partout et on croise dans la ville de Dawson City énormément de chercheurs d'or. Alors c'est vraiment Dawson City le cœur comment dire? De la ruée vers l'or, ça l'est encore aujourd'hui. On peut, trouver tout au long du fleuve Yukon des vestiges de la ruée vers l'or de l'époque, des vieux bateaux, des vieilles mines, plein de vieilles choses, des vieux villages et cetera. Et on peut acheter facilement des pépites d'or à Dawson City, du matériel pour chercher de l'or. C'est quelque chose de très présent encore aujourd'hui. Est-ce que tu as vu des pépites d'or? Est-ce que tu t'es, essayé à cette, recherche? Alors j'ai essayé, mais j'ai essayé plus pour le fun que pour en trouver parce que ça nécessite de la patience, de la technique, connaître un petit peu aussi les lieux. J'ai vu de l'or dans des magasins parce que c'est très facile d'acheter des pépites d'or à Dawson City. J'en ai acheté une d'ailleurs pour le fun, pour avoir un souvenir, mais j'en ai pas trouvé moi-même, quoi. Et justement, tu parles de Dawson City, il y a aussi la ville de Whitehorse. J'ai entendu dire que c'était à mi-chemin entre le western et le no man's land. Est-ce que tu as ressenti ça un petit peu aussi en te baladant dans la ville? Alors, c'est pas non, c'est pas vraiment le cas à Whitehorse. Whitehorse, ça reste, on va dire, la capitale du Yukon. C'est une grosse agglomération. D'ailleurs, sur les 44-45 000 habitants du Yukon, il y en a plus de la moitié qui vivent à Whitehorse. Donc c'est quand même une grosse ville. Alors c'est pas comparable à des villes comme Lyon ou Paris, et cetera, mais c'est une grosse ville. Par contre, effectivement, Dawson City, c'est une ville, j'appelle ça une ville western, puisque tous les bâtiments sont encore, comme dans les films de western. En bois, les routes sont en terre, les trottoirs sont en bois et effectivement, c'est un petit peu, c'est à cheval entre la ville, cow-boy et le no man's land puisqu'on est quand même au milieu de rien, à la frontière de l'Alaska et on est entouré uniquement de forêts, de lacs et de rivières. Et qu'est-ce que tu as pensé de tes échanges, pardon, avec la population, locale quand justement tu te retrouvais dans ce décor un peu, Far West? Alors, la population locale, il y a les Premières Nations, les autochtones.
particulièrement à Dawson City, il y a énormément de Québécois, ou même des gens, des Canadiens, mais sur d'autres territoires qui viennent faire des saisons ou passer un petit moment, 2, 3 ans dans ce coin-là, pour profiter un petit peu de ces immensités sauvages. Les rencontres avec les Premières Nations, c'est toujours quelque chose d'intéressant, d'enrichissant, particulièrement, ceux qu'on rencontre, les Premières Nations Selkirk, qu'on va rencontrer, pendant l'expédition, à Fort Selkirk. Fort Selkirk, c'est un ancien comptoir commercial qui date de la ruée vers l'or, qui est entretenu et restauré par les Premières Nations Selkirk, et c'est le seul endroit de l'expédition d'ailleurs où on fait une pause. On s'arrête pendant une journée entière là-bas, on passe 2 nuits à cet endroit pour passer un petit peu de temps avec eux et puis, apprendre un petit peu de leur savoir, de leur vie de tous les jours, et cetera. Donc c'est des rencontres qui sont très fortes. C'est toujours un passage qui est très marquant pour toutes les personnes que j'amène là-bas. Voilà. Et comment tu as fait pour te renseigner justement sur ces populations? Parce que tu vois, en préparant cet épisode de podcast, j'ai trouvé des informations sur le Yukon, mais je trouve que j'ai l'impression que c'est un territoire qui est peut-être pas encore pleinement, exploité, exploré, où j'ai eu du mal à trouver justement des informations sur ces populations autochtones. Toi, quand tu es arrivé, est-ce que tu t'étais un petit peu renseigné avant, j'imagine, ou tu as vraiment appris, au contact de ces populations? Alors je m'étais renseigné un petit peu avant pour savoir un petit peu, les coutumes, les mœurs, pas faire de choses qu'il ne faut pas faire. Surtout quand on est au milieu de rien, on va éviter d'être maladroit avec les autochtones. Donc du coup, je me suis un petit peu renseigné là-dessus. Mais après, c'est vraiment sur le tas que en rencontrant les gens, que j'ai un petit peu, découvert tout ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne entente justement entre, ces populations autochtones et les locaux, qui vivent dans les villes? On sent malgré tout qu'il y a encore, c'est encore un petit peu un sujet sensible malgré tout. Le fait que leurs terres ont été colonisées par l'homme blanc. Il y a énormément de Premières Nations qui ont sombré dans la drogue, dans l'alcool. Du coup, le contact, des fois, il peut être compliqué ou alors pas du tout, ça dépend vraiment des gens qu'on va rencontrer. Les relations entre, les autochtones et l'homme blanc là-bas, les Canadiens, hein, c'est pas toujours simple. Alors il y a beaucoup de fois où ça se passe bien, il y a beaucoup de fois où ça se passe pas bien. Ça dépend encore des endroits, ça dépend des personnes. Il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres. Donc voilà, mais je suis pas la meilleure personne pour te parler de tout ça. T'inquiète pas, mais c'est hyper intéressant de sentir que justement c'est encore, un sujet sensible, tu vois? C'est quelque chose qui ressortait pas du tout de mes recherches. Et si maintenant on se focalise un petit peu sur la partie, géographie, faune et flore, donc j'ai découvert que le Yukon était couvert, à la fois de montagnes, de forêts denses. Il y a le plus haut sommet du Canada avec le mont Logan, et il y a aussi énormément de rivières et de lacs, et c'est là où j'ai vraiment en tête, toutes tes stories Instagram, avec, ses nombreux cours d'eau, le fleuve Yukon bien évidemment qui est l'un des plus longs d'Amérique du Nord. Et est-ce que c'est ça, j'imagine, qui t'a attiré en premier, ces paysages, dans ce territoire-là? Oui, alors moi je suis, vachement branché sur le nord de l'hémisphère, donc toutes ces régions subarctiques, j'adore. Arctique, subarctique, c'est un biotope que j'affectionne particulièrement. Je m'y sens bien. C'est, mon biotope de prédilection, donc je sais me débrouiller dans cet environnement, contrairement à la jungle, par exemple, où je j'ai aucune connaissance dans le milieu jungle. Donc oui, c'est tout ça qui m'a attiré, les immensités sauvages, le fait d'être, au milieu de rien avec quasiment personne autour de soi. Comme on l'a évoqué juste avant, il y a les 45 000 habitants pour, une superficie comme l'Espagne ou la Suède. On croise pas grand monde sur place, et c'est ce que je recherche quand je pars en expédition, d'être, vraiment isolé. Et isolement, oui, mais des fois tu as croisé quand même, un petit peu de grosses bêtes, on va dire, au nord du Canada. Est-ce que tu peux nous parler des animaux qui t'ont le plus marqué justement dans tes expéditions? Alors les animaux, effectivement, il y en a plein. Il y a des grosses bêtes, il y a des ours, il y a des élans, il y a des, enfin, alors au Canada, on appelle ça des orignaux, des caribous, il y a des carcajous, il y a selon les territoires, enfin les endroits où on va dans le Yukon, il y a aussi des bisons. Il peut y avoir je crois qu'on l'appelle le lion des neiges ou le lion des montagnes, je sais plus. C'est une sorte de jaguar un petit peu.
Moi, j'ai croisé des ours. J'en ai croisé 2 pour le moment, de loin à chaque fois, donc j'ai jamais été inquiété. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des traces de partout, que ce soit ours noir ou grizzly, on est vraiment, sur le territoire des ours. Les élans, on en a croisé énormément. C'est pareil, il y a des empreintes de partout. Il y a des loups, il y a des coyotes, il y a pas mal de choses. Alors après, on fait quand même du bruit, même si on est sur l'eau. En pagayant, on fait pas trop de bruit, mais on fait quand même assez de bruit pour que les animaux nous entendent à distance. Donc potentiellement, on peut les faire fuir aussi. On n'a jamais eu de rencontre, trop proche avec les animaux, sauf avec un orignal, un mâle, où à un moment donné, on est tombé nez à nez avec lui à 5 mètres de distance. Il y a eu un petit moment de sidération, on savait plus s'il fallait continuer de pagayer ou sortir l'appareil pour prendre une photo. Bon, il se trouve que lui, s'est pas posé de questions, il a fait marche arrière directe et on a pu prendre l'appareil photo et le photographier, à distance. Je dirais que la rencontre la plus marquante, ça a été avec cet orignal-là. Même si les ours, c'est marquant, mais on les a vus de trop loin pour que ce soit les rencontres les plus mémorables. Et il me semble que tu racontes aussi une anecdote, dans tes stories où, une nuit tu entends des bruits, près de votre canoë et tu te dis: «Oh là là, c'est un ours». Est-ce que tu veux bien nous raconter cette anecdote-là? Ouais, avec plaisir. Ça alors, pour le coup, c'est le deuxième jour où on est en expédition. On connaît pas encore, le territoire. On n'est absolument pas habitué à évoluer dans des environnements sauvages, avec des ours. Donc, l'ours, c'est clairement quelque chose qu'on craint. Donc on met des protocoles de sécurité, pour éviter, les rencontres. Mais, ce deuxième jour de bivouac, par fainéantise, on n'a pas respecté le protocole de sécurité, sur la bouffe et qui consiste à stocker sa bouffe à 100-150 mètres du lieu de bivouac. On s'est arrêté de pagayer à 2-3 heures du matin, je me rappelle plus exactement et du coup, par fainéantise, on a mis notre bouffe dans un baril, le baril sous un canoë et on a dormi à côté du canoë. Et on s'est dit: «Si jamais il y a un ours qui vient gratter, il va faire bouger le canoë, ça va nous réveiller forcément». Donc je vais me coucher et puis au bout d'une demi heure, j'entends le canoë qui bouge. Bah, là, j'ai eu un petit moment de pression, mon cœur qui se met à battre vite et je prends mon spray anti-ours, mon couteau, je suis en slip et je sors comme un fou de la tente en me disant: «Bon allez, là, faut que je joue le tout pour le tout, ma vie est peut-être en danger» et en fait, c'était simplement le vent qui faisait bouger le canoë. Donc je me suis retrouvé à 3 heures du matin en slip sur la plage, sur une plage du Yukon avec mon spray anti-ours et mon couteau à la main. Je me suis beaucoup fait rire tout seul. J'imagine. Et ça, par rapport aux réactions qu'il faut avoir envers un ours, j'ai l'impression que sur internet, j'ai vu un peu de tout et n'importe quoi. Il y en a certains qui disent, il faut, leur faire peur, d'autres qui disent: «Il faut faire, se mettre en boule et faire le mort». Donc toi, tu avais un spray, un couteau, c'est quoi ton approche, on va dire, ou les conseils que tu aurais, si jamais on se retrouve dans le Yukon à croiser un ours? La première chose à faire, c'est de s'identifier, en fait, quand on évolue dans la nature, c'est-à-dire faire du bruit. C'est pour ça qu'ils vendent beaucoup des clochettes, qu'on attache sur le sac à dos ou à la ceinture, qui nous permet en marchant de faire du bruit et d'identifier, notre présence pour les ours. Comme ça, ils peuvent s'éloigner s'ils nous entendent. Ce qu'il faut, c'est surtout pas surprendre un ours. C'est dans ces cas-là où on peut se faire attaquer. On peut se faire attaquer parce qu'il peut être avec ses petits, une femelle avec ses petits et du coup, bah, pour les défendre, elle va nous attaquer. Ça peut être un ours qui a tout simplement faim et qui vient nous attaquer ou alors il a eu peur et donc il nous attaque aussi. Donc pour éviter tout ça, on fait du bruit, c'est la première chose à faire. Ensuite, bah, s'il y a un ours qui s'approche trop près, il y a des choses à faire, lui parler de manière un peu agressive pour qu'il s'éloigne, essayer de paraître plus balèze qu'on l'est, donc en s'agitant un petit peu. Si on est en groupe, tous se regrouper et pas s'éparpiller, ne surtout pas courir. Il y a pas mal de choses à faire, pour limiter, les accidents. Oui, parce que j'ai vu qu'un ours, ça pouvait aller jusqu'à, plus de 41 km/h. Enfin, c'est hallucinant la vitesse à laquelle ça peut aller. Ouais, ouais, faut surtout pas courir, ça sert à rien, surtout pas monter à un arbre, et cetera. Le protocole de sécurité sur les ours, il est assez conséquent. Je le répète, moi, nous, on n'est pas enfin, en tout cas, moi, je suis pas habitué à vivre avec des ours. Donc du coup, je prends ça très au sérieux et les personnes que j'amène avec moi au Canada, je leur fais tout un speech, avant, pendant, sur les règles à respecter et c'est tolérance zéro sur le respect des règles de sécurité.
Je sais pas si je serais très sereine, me baladant quand même dans le Yukon, savoir qu'effectivement il y a autant d'ours et je sais pas si tu as entendu parler de la Wildlife Preserve à Takini? Ils essayent bien évidemment de préserver, la vie de tous ces animaux sauvages, de faire, beaucoup d'éducation par rapport à ces animaux et en fait, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo qu'ils ont placée pendant 5 mois où en fait, ils te montrent en 5 minutes des vidéos de tous les animaux sauvages qui passent et en fait, on voit l'ours, comme dans les dessins animés qui est là à se frotter, contre un arbre et la taille de ces ours est juste, hallucinante, quoi. Ouais, ouais, c'est énorme, ouais. Surtout les grizzlies. Alors les ours noirs, c'est déjà costaud, mais un grizzly, ça l'est encore plus. Donc oui, on va éviter, les rencontres, C'est ça. Je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, ils ont trouvé, des restes d'un bébé mammouth qui date d'il y a plus de 30 000 ans. Enfin, je me trompe peut-être, mais tu en as parlé aussi du mammouth dans je sais plus si c'était l'expédition en 2023 ou l'autre? oui, alors on s'est rendu compte, alors ça, on s'en est rendu compte une fois qu'on était à Dawson City, en fin d'expédition. Il y a de l'ivoire de mammouth, à vendre dans pratiquement tous les magasins. Donc ça, en fait, c'était un territoire qui était vraiment beaucoup occupé par les mammouths à l'époque. Donc ils ont retrouvé plein d'ossements, de la peau, de l'ivoire, donc ouais, ouais, c'était, il était très présent à cette époque-là. D'ailleurs, il y a une grosse statue de mammouth à Dawson City sur les bords du fleuve. On se fait prendre en photo à chaque fois qu'on va là-bas, à côté de la statue pour le fun. Incroyable. Je me dis, plus de 30 000 ans, c'est juste hallucinant de se dire qu'on a pu retrouver, des restes ainsi. En tout cas, c'est vrai que le Yukon, ça a été une inspiration littéraire avec, Jack London. C'est l'un des écrivains les plus célèbres, à avoir puisé son inspiration dans le Yukon et il y a aussi on n'en a pas parlé, alors toi, il me semble que tu y étais, vraiment pendant l'été, mais pendant l'hiver, il y a aussi tout ce qui va être, les courses de chiens de traîneau, toutes ces étendues de blanc avec toute cette neige. Est-ce que tu aimerais y retourner en hiver aussi? Ouais, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. Alors après, je peux pas tout faire malheureusement. J'ai beaucoup de projets, et pour le moment, bah, c'est pas d'actualité d'aller, au Yukon en hiver, mais j'aimerais beaucoup aller voir ça, ouais. Alors l'hiver, c'est très rude. C'est plus rude que le nord de l'Europe, la Finlande, la Suède, la Norvège et cetera. Mais j'aimerais bien aller voir ça de mes propres yeux et expérimenter une petite aventure, l'hiver là-bas. Avec peut-être des aurores boréales, là-bas aussi? Peut-être. Parce que toi, quand tu y vas l'été, c'est assez impressionnant sur tes stories. Tu montres que, en fait, tu fais des stories à 1h30 du matin et on voit qu'il fait, encore jour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, c'est le soleil de minuit, donc ils l'appellent là-bas le pays du soleil de minuit en français. Effectivement, c'est quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. À l'époque où j'y vais moi, donc je pars à peu près mi-juin, le soleil se couche à 23h30 pour se lever à peu près vers 4h30 et le laps de temps où il passe derrière l'horizon, il va pas assez loin pour qu'il fasse nuit. Donc il y a un jour constant. Donc c'est très appréciable, je trouve, en expédition. Ça nous permet de pouvoir organiser les journées comme on a envie. On n'a pas la contrainte de l'obscurité. Donc c'est pour ça que des fois, à 2h, 3h du matin, on est encore en train de pagayer. Ça nous permet aussi de pouvoir se reposer correctement pendant l'expédition. Donc on n'hésite pas à faire des nuits de 9, 10 heures si on a besoin, puisqu'on peut se permettre de le faire. C'est comme si, la journée ne s'arrêtait pas finalement, avec cette luminosité. Donc c'est très appréciable. C'est, quelque chose qui peut être difficile au début, pour certains, puisque du coup ça casse un petit peu le rythme qu'on connaît, au quotidien. Mais on s'y habitue très vite et tout le monde prend beaucoup de plaisir à évoluer, de cette manière-là. Et personnellement, je me dis que je pense que ça me rassurerait pour la nuit, tu vois? Par rapport aux ours, quand tu disais que tu as entendu un bruit dans la nuit, je me dis: «Bon, à la limite, tu vas sortir de sa tente si on entend un bruit, au moins on voit ce qui se passe, dehors». J'imagine que ça peut être rassurant peut-être, sur cet aspect-là. Oui, c'est sûr que ça peut être rassurant, ouais, ça évite, bon, on les voit arriver de loin. Ouais, j'imagine. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités justement que vous avez faites, pendant ton expédition, donc là vous êtes partis, la dernière expédition, tu peux nous rappeler quand est-ce qu'elle était au Yukon? Elle était en juin 2024, on est parti, je crois, aux alentours du 15 juin 2024 pour 3 semaines d'expédition.
Alors les activités, bon, alors pour commencer l'expédition, on se fait déposer à la fin du lac Laberge. J'évite, quand j'amène un groupe là-bas, de traverser le lac Laberge en canoë puisque ça peut être un petit peu compliqué. Il y a souvent des tempêtes subites qui arrivent. Donc on peut traverser le lac en 2 jours, comme on peut le traverser en 4 jours. C'est pas forcément l'endroit le plus intéressant de l'expédition. Donc du coup, on évite ça. Donc on fait une dépose en bateau, ça dure à peu près 2 heures. Donc il y a cette petite activité qui nous permet quand même de voir le lac, qui est sympa, de voir les paysages. Et puis, bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de canoë, hein. Il y a 665 kilomètres à faire, pour rejoindre Dawson City. De l'exploration, on va explorer tous les vestiges de la ruée vers l'or. Donc, il y a plein de choses différentes, des anciens villages, des anciens cimetières, des bateaux échoués sur des îles, des vieilles mines et cetera. Donc on prend le temps d'aller explorer tout ça. On prend le temps de s'arrêter 2 nuits à Fort Selkirk, comme je te l'ai dit juste avant, d'explorer un petit peu cet endroit qui est vraiment unique au monde. C'est un vrai havre de paix. Je trouve que personnellement, c'est la définition même du havre de paix, cet endroit. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup d'exploration. Et puis en fin d'expédition, après, quand on arrive à Dawson City, bah, on prend le temps d'apprécier la ville, d'aller dans le plus vieux casino du Canada, d'aller voir un show de French Cancan, de faire une petite randonnée pour, prendre un petit peu de hauteur, pour aller voir, la ville de Dawson City en haut d'une petite montagne. Mais là, c'est vrai que la principale, activité de l'expédition, c'est quand même le canoë. Oui, parce que je crois que tu mettais, sur ton compte Instagram, par rapport au kilomètre, c'est à peu près, 450 000, coups de pagaie, dans cette aventure. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, à quelques coups de pagaie près. Et ça, justement, le canoë, est-ce que tu en avais déjà fait pour que ça devienne vraiment le cœur de cette aventure? Oui, oui, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ce mode de déplacement qui est doux, qui a aucun impact, c'est quelque chose de très appréciable. Ça me permet de pouvoir, prendre beaucoup de matériel. Alors déjà, j'ai le matériel de tournage qui genre j'ai à peu près 15 kilos de matériel de tournage, plus après tout le matériel pour bivouaquer, la bouffe et cetera. Donc on arrive vite à des poids qui sont un petit peu conséquents, si on doit les porter sur le dos. Donc ça me permet de pouvoir, amener du matos. Ça me permet aussi de pouvoir parcourir, beaucoup de kilomètres, beaucoup plus que si j'étais à pied. Donc de voir du paysage. Pagayer sur un canoë, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est doux, on prend le temps de voir les choses, surtout quand on est sur un fleuve, on peut arrêter de pagayer, regarder le paysage, on avance encore. Contrairement à des lacs où si on a le vent de face, on peut reculer si on arrête de pagayer. Donc ouais, c'est, le canoë, le packraft. J'utilise aussi beaucoup le packraft quand je suis en expédition en Laponie. C'est un moyen de locomotion que j'aime beaucoup. Et pour terminer justement sur le canoë, tu montres, dans tes stories les rapides à franchir avec les Five Fingers. Est-ce que tu peux nous parler de cet endroit assez, intense dans ton aventure? Alors, oui, je peux t'en parler avec plaisir. Les Five Fingers, il y a 2 rapides sur la portion que je fais entre Whitehorse et Dawson City. Les Five Fingers et les Rings rapides. Les Five Fingers sont très réputés. Ils ont été très, très dangereux pendant longtemps, puisqu'en fait, au milieu du fleuve qui est vraiment très large, il y a plusieurs, énormes rochers qui forment 5 passages. C'est pour ça qu'on les appelle les Five Fingers. Et pendant longtemps, bah, il y avait des rochers qui étaient très proches les uns des autres. Le fond, n'était pas vraiment profond. Il y avait beaucoup de relief sur l'eau et c'était un passage qui était dangereux. Alors il y a déjà un moment maintenant, ils ont pendant plusieurs années, ils ont mis de la dynamite, ils ont tout fait péter pour élargir le passage, pour le rendre moins dangereux. Mais malgré tout, avant d'y aller la première fois, on savait absolument pas à quoi s'attendre puisque les infos récoltées au préalable avant l'expédition, ben, on avait un petit peu de 2 versions différentes. La version c'est hardcore et la version c'est facile. Et les vidéos qu'on trouve sur internet, sont pas très représentatives de ce qu'on peut vivre sur place, puisque souvent quand on filme avec une GoPro sur un canoë, on se rend pas trop compte du relief qu'il y a sur l'eau et puis ça stabilise vachement la GoPro, donc on se rend pas compte que ça bouge. Donc on avait beaucoup d'appréhension sur ce passage-là, la première fois qu'on est allé là-bas. Donc on s'était préparé, on s'était arrêté quelques kilomètres en avant pour vraiment tout pacter correctement sur le canoë, au cas où on se renverse, de rien perdre et cetera. Et puis, en 2023, du coup, ce passage-là était très mouvementé. Alors c'est filmé avec la GoPro, mais bon, on voit pas trop les reliefs, mais ça bouge beaucoup.
En tout cas, ça reste de la pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un rapide de classe 2. C'est pas il y a rien d'insurmontable du tout, hein, mais c'est de la grosse vague. Notre inquiétude, c'est que nous, on est en autonomie complète, dans un territoire hyper sauvage. Si on tombe dans l'eau avec tout notre matériel, vu la puissance du fleuve, potentiellement, on peut se retrouver sur une berge, sans canoë et perdre tout notre matos et se retrouver au milieu de rien, avec rien. Donc c'est vraiment la grosse inquiétude, qu'on avait. Ça s'est très bien passé à partir du moment où on se met pas en travers dans le rapide, ça va très bien. Cette année, quand on y est retourné, du coup, avec le groupe, le rapide était moins violent que l'année passée. Le niveau du fleuve était beaucoup plus bas que l'année d'avant et contrairement à ce que je pensais, je m'attendais à, du coup, à avoir plus de relief, au contraire, sur le rapide, mais c'était pas le cas. Il y en avait même moins. Donc le passage s'est fait tranquillement cette année et après, il y a un deuxième rapide, donc les Rings rapides. Celui-ci, on n'est pas obligé de passer dedans, on peut le contourner en longeant la berge de droite, mais c'est ce qu'on a fait la première année et puis, cette année, on s'est dit: «Allez, ça s'est bien passé pour les Five Fingers, on va faire les Rings rapides». C'était un petit peu plus mouvementé que les Five Fingers, mais ça reste tranquille à passer. Et dis-moi, j'ai vu quelque chose aussi sur plusieurs vidéos YouTube. Tu vas me confirmer si, c'est vraiment populaire ou pas là-bas, où en fait, on voit des touristes qui vont goûter un verre de whisky avec un orteil, ou un doigt momifié dans un verre de whisky. Est-ce que ça existe vraiment? Tout à fait, ça existe vraiment, ça se déroule au Downtown Hotel, c'est le saloon de la ville de Dawson City et du coup, depuis 1973, il y a une tradition, là-bas, c'est pour marquer ton passage dans la ville, tu vas au downtown et on te sert un alcool à 40 degrés. Donc traditionnellement, à la base, c'est avec du rhum, et on te sert, un alcool à 40 avec un orteil humain momifié dans le verre et tu dois boire ça, vite ou lentement, mais l'orteil doit venir toucher tes lèvres. C'est la tradition. Donc ça paraît dégueulasse, c'est dégueulasse, hein, d'ailleurs, mais ça m'empêche pas de le faire à chaque fois que je vais là-bas et c'est rigolo, après avoir vécu une expédition, bah, c'est la petite cerise sur le gâteau, on termine avec ça, c'est la manière de clôturer un petit peu l'aventure. Si tu veux, je peux te raconter, les origines de cette, loufoque tradition qui remonte à l'époque des chercheurs d'or où c'était 2 frères, 2 trappeurs qui étaient partis en hiver chasser et puis en traversant une rivière, il y en a un des 2 qui, son pied traverse la glace et se retrouve, du coup, le pied mouillé avec le gros orteil qui commence à geler et pour éviter que ça gangrène, son frère lui coupe l'orteil. Je sais pas pourquoi, ces 2 mecs-là avaient plein de bouteilles de rhum avec eux, donc avant de se couper l'orteil, ils ont picolé un petit peu et puis ils ont décidé de garder cet orteil-là dans une bouteille. Ils rentrent chez eux, ils font leur vie et cetera. Ils décèdent et puis en fait, le mec qui a racheté leur maison, c'était le propriétaire du Downtown Hotel. Donc il tombe sur cette bouteille-là. Au début, il l'a fait boire à ses copains pour rigoler et puis, c'est devenu petit à petit la tradition. On s'est dit: «Tiens, je vais faire boire ça aux gens dans mon saloon» et voilà, c'est arrivé comme ça. Donc depuis 1973, c'est la tradition. C'était les 50 ans l'année dernière et toutes les personnes qui viennent avec moi au Canada, je leur paye, ce cocktail en fin d'expédition. Incroyable. Mais attends, du coup, ils font quoi? C'est devenu un bout de plastique, qui change de temps en temps ou quelque chose comme ça, juste pour garder, le mythe ou Non, non, c'est un vrai orteil humain. Alors, c'est plus le même depuis l'époque, hein, parce que l'orteil de base a été, volé, après il y en a qui ont été croqués, avalés, sucés et cetera, enfin bref. Donc en fait, de temps en temps, dans le journal local, le Danton Hôtel met des annonces en disant: «Recherche orteil» et ouais, ouais, ça paraît ouf, mais ça existe vraiment et les orteils que nous, on a eu, dans nos verres, c'est ceux d'un musher qui a perdu ses orteils en 2022, je crois et qui en a fait don au saloon. mais non! Voilà. Incroyable. Beh, écoute, tu vois, j'avais oublié de te poser la question. Je suis ravie qu'on ait pu, rajouter cette petite anecdote parce que, beh, moi, j'avais vu ça sur, les réseaux. Je me suis dit: «Non, mais c'est une blague, ils doivent mettre un petit truc en plastique». Pas du tout, pas du tout. Donc tu vois, tu as quand même goûté un petit peu la culture, la gastronomie locale, on dira et ça me fait penser aussi à une question que j'avais oubliée par rapport au Yukon. Il me semble que la première fois que tu y es allé, tu t'es blessé au dos et tu as rencontré un chaman qui a pu te soigner. Ouais, effectivement, sur une journée de navigation, alors, je le disais tout à l'heure, le fleuve Yukon est très puissant. Il y a vraiment un très, très gros débit
ce qui nécessite d'anticiper vraiment à l'avance tous nos déplacements sur le fleuve en canoë. Et à un moment donné, en slalomant entre les îles, alors on aime bien faire ça, slalomer entre toutes les petites îles du fleuve afin d'augmenter nos chances de voir des animaux. Et à un moment donné, faute un petit peu de on a été un petit peu inattentif à ce moment-là. Il y a un courant qui nous projette contre une berge avec, sur cette berge-là, il y a plein d'arbres qui sont couchés, au bord de l'eau, quoi, et on se prend dans les branches et cetera. Je perds ma pagaie, ça casse la canne à pêche et j'ai fait un faux mouvement et je me suis blessé, au dos et j'ai pagayé pendant 3 jours avec une douleur très vive. J'avais du mal à dormir, j'avais du mal à pagayer. Pendant 3 jours, je me suis travaillé cette douleur et un soir à 22h, on est tombé par hasard sur, Fort Selkirk dont je t'ai parlé. On connaissait pas du tout, c'était vraiment le plus grand des hasards et donc on décide de bivouaquer là-bas, il y a une heure de bivouac et le lendemain matin, on fait la connaissance, on fait la connaissance de quelqu'un sur place qui nous dit, «Quand je vois que tu as mal au dos, si tu veux, viens, je t'amène voir, Papa Don, c'est le chaman de la communauté, il peut te soigner, hier il m'a soigné, juste en posant sa main sur son doigt sur ma joue, il a enlevé mon mat dedans». Je dis: «Bon allez, on va aller voir Papa Don, c'est stylé de se faire, soigner par un chaman dans le Yukon et ça mange pas de pain d'essayer». Donc on est allé voir, Papa Don, qui est un sacré personnage et du coup, c'est un chaman qui a écrit d'ailleurs plusieurs bouquins sur le chamanisme. C'est une personne qui doit avoir 70 ans, je pense, à peu près et il m'a fait du magnétisme, il m'a fait manger de l'écorce de saule. Il y a un peu de l'aspirine, en fait, dans l'écorce de saule et puis le lendemain, j'avais plus mal du tout. J'ai pu terminer mon expédition, tranquillement. Incroyable. Donc quand je suis retourné cette année, je m'étais dit: «Il faut que je ramène à tout prix un petit cadeau pour Papa Don pour le remercier, de m'avoir soigné l'année passée». Donc c'est ce que j'ai fait cette année et j'ai amené aussi le groupe avec qui j'étais, à la rencontre de Papa Don et c'était un moment, incroyable. J'imagine qu'il devait être touché que tu reviennes le voir, que tu le remercies à nouveau et qu'en plus tu viennes avec une petite surprise. Ouais, ouais, ça lui a fait plaisir, ça lui a fait plaisir, ouais, tout à fait. Oh, j'adore et tu vois, ça fait un écho à un épisode, qui est sorti, la semaine dernière où en fait, la personne que j'interviewe me raconte qu'elle s'est blessée au Sri Lanka et quelques années plus tard, elle est revenue dans ce pays pour remercier le médecin qui l'avait soignée donc je trouve ça très chouette que tu aies eu aussi une petite expérience comme ça et que c'est important pour toi de revenir sur place pour le remercier et ça me fait penser, je m'étais noté une citation que tu as mise dans un de tes, documentaires où tu dis: «En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux surprises et c'est alors seulement que le voyage commence». De Nicolas Bouvier. Tout à fait. Je trouve que cette phrase, elle est très représentative de ce que c'est que vraiment, de vivre une aventure. Puisque, on a beau planifier quelque chose avant de partir, l'aventure se crée vraiment quand on laisse place à l'improvisation un petit peu. Faut pas faire que de l'impro, c'est pas possible. Mais quand on laisse place à l'impro, c'est là qu'il se passe des choses magiques et qu'on peut faire des rencontres magiques et s'il y avait pas ça, l'aventure n'aura pas le même goût, quoi. Donc ouais, c'est une phrase que je trouve vraiment forte et intéressante. J'aime beaucoup. Mais, là, si on conclut un petit peu sur, le Yukon avant de passer sur, l'autre partie, qu'est-ce que tu retiens, toi, ou qu'est-ce que tu préfères, en fait, sur, ce territoire? Moi, ce que je retiens, enfin, en tout cas, je définis cette expédition comme ça, en un mot: intense. C'est une expédition qui est intense dans tous les sens du terme. C'est intense physiquement parce qu'on a une grande distance à parcourir dans un laps de temps limité. C'est intense parce qu'on est dans un territoire hyper sauvage, entouré d'une faune et d'une flore incroyables. On sait qu'il y a l'ours encore une fois, donc ça met une petite pression supplémentaire, ce qui rend encore l'aventure plus intense. Les rencontres avec les Premières Nations qu'on fait à Fort Selkirk, c'est un moment incroyable. Toute l'expédition est incroyable. Enfin, en tout cas, moi, je rêvais de ça depuis gamin, donc du coup, quand je vais là-bas, c'est comme si j'étais à Euro Disney, tu vois? Si je dois retenir quelque chose, peut-être Fort Selkirk, cet endroit, ce havre de paix au milieu de rien. C'est pour moi, c'est certainement pour moi le moment le plus important de l'expédition. Donc j'imagine que tu comptes, organiser à nouveau en 2025 une expédition, au Yukon? Tout à fait, il y a un nouveau départ qui va se faire en 2025, je suis en train de faire l'équipe petit à petit. Bah, super et je mettrai les liens, vers ton site pour, ceux qui pourraient être tentés par,
par l'aventure et vraiment j'encourage les gens à aller, découvrir les photos sur ton compte, même les stories parce que c'est un comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est un territoire qui mérite d'être plus connu. On n'en parle pas assez et les paysages sont juste, à couper le souffle, quoi. Donc maintenant, si on passe sur la partie plus, bushcraft, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est ta comment tu définis en fait, le bushcraft? Alors le bushcraft, littéralement, ça veut dire artisanat de la brousse. C'est un terme sud-africain qui désigne finalement une façon de vivre dans le bush, donc d'utiliser les ressources naturelles du bush pour fabriquer des choses. C'est très large, ça va de la poterie à la fabrication d'abris, d'outils, d'armes, de vêtements, en fait, c'est des techniques primitives finalement, qui nous permettent de vivre. Donc c'est un terme qu'on s'est, un petit peu approprié dans le reste du monde puisque, ben, sous nos latitudes, on n'a pas de bush, hein, c'est de la forêt. Donc le vrai terme en France, on pourrait plutôt appeler ça woodcraft ou forestcraft, je ne sais pas comment l'appeler, mais bon, en tout cas, l'idée, c'est d'utiliser les ressources naturelles pour fabriquer des choses. Et comment tu t'es orientée vers le bushcraft? Qu'est-ce qui t'a attirée? Quand est-ce que tu as commencé à t'y intéresser? Alors j'ai découvert un petit peu tout cet univers-là, alors ça s'appelait pas le bushcraft à l'époque, mais par le biais des scouts quand j'étais gamin. Puisque finalement, bah, quand on est scout, on fait beaucoup de construction en bois, ce qui fait partie du bushcraft. On apprend à utiliser des choses dans la nature pour fabriquer des choses. Donc j'ai découvert cet aspect-là, étant gamin, puis après, j'ai pratiqué aussi tout seul pendant un petit moment, et un jour, j'ai découvert qu'il y avait, enfin, je voyais plusieurs fois ce mot apparaître sur des vidéos YouTube, sans savoir ce que c'était. Et un jour, j'ai cliqué dessus et je me suis dit: «Ah, moi, j'ai des copains, je suis pas le seul à faire ça». Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait toute une communauté, dans le bushcraft. Et puis vu que j'avais pas mal de connaissances depuis longtemps, bah, j'en suis venu à faire mon métier petit à petit. Oui, parce que j'imagine que ça se construit. Tu te réveilles pas un matin en te disant, «Je vais devenir, aventurier et formateur». Non, 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 ouais, bien sûr, c'est pas arrivé comme ça, c'est avec le temps que ça s'est fait. Et comment on apprend justement à se former, parce que c'est quand même, j'ai l'impression, relativement nouveau ce terme, comme on le disait? Alors on apprend à se former, seul principalement. Alors on peut lire, des bouquins pour apprendre des techniques, éventuellement regarder des vidéos pour certaines choses, pour apprendre aussi d'autres techniques. Mais pour se former, il faut aller sur le terrain et pratiquer, il y a pas de secret. Alors après, il y a la possibilité de faire des stages. Il y a quelques organismes, mais il y en a pas beaucoup. Mais il y a quelques organismes en France qui proposent des vrais stages de bushcraft. On les compte sur les doigts de la main, hein. Et donc du coup, bah, pour les gens qui veulent s'initier à ce milieu-là, et ben, ça peut permettre d'acquérir des bons gestes, sur des basiques en tout cas, puisque, sur les stages que je propose moi, ça reste de la découverte. Avant, je faisais des formats plus longs de 7 jours, où on allait, chercher les choses plus en profondeur, mais j'ai plus le temps de proposer ces formats-là maintenant, donc ça reste des formats de 2 ou 3 jours, donc c'est de la découverte pour les gens qui veulent découvrir ça ou peaufiner quelques techniques qu'ils ont et cetera. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer peut-être cet amalgame que font les gens entre le bushcraft et juste, purement des techniques de survie? Est-ce que tu as des gens qui te posent des questions par rapport à ça, qui, confondent peut-être les 2? Ouais, oui, il y a pas beaucoup d'amalgame là-dessus, c'est 2 univers différents, c'est pas la même chose. Les stages, par exemple, de survie, on enseigne aux gens, en tout cas ça dépend des organismes encore une fois. On enseigne aux gens comment éviter de se mettre dans une situation compliquée ou alors comment s'en sortir si on s'est mis dedans, dans la nature. La survie, c'est une situation d'urgence, c'est quelque chose qu'on choisit pas. On veut absolument pas se retrouver en survie. En tout cas, moi, quand je pars en expédition, la dernière chose que je veux, c'est me retrouver en survie. Le bushcraft, ça peut être un loisir, du coup, c'est un loisir d'aller apprendre à utiliser des éléments dans la nature pour fabriquer des choses. C'est vraiment 2 univers différents, c'est pas la même chose, il y a pas la même, finalité, il y a pas voilà. Tu t'es découvert donc cette passion, tu as commencé à te former et un jour tu t'es dit: «J'ai envie de transmettre ça». Parce que de ce que j'ai cru comprendre en regardant sur ton parcours, sur ton site, tu t'es vraiment dit: «Tu as envie que l'aventure fasse sens».
en tout cas, tu souhaites partager une aventure qui a du sens et qui donne du sens avec vraiment des expériences sensorielles et que ça soit vraiment une expérience humaine? Oui, parce que puisque aujourd'hui, là, en 2024, on s'est vachement éloigné de choses simples et essentielles et ne serait-ce que se balader dans la forêt, bah, c'est quelque chose que plein de gens ne font pas et écouter la nature, marcher sur de la mousse, marcher au milieu des arbres et cetera. Ça peut paraître tellement basique pour plein de gens, mais en fait, ça l'est pas pour plein d'autres non plus et je pense que c'est important de pouvoir se reconnecter un petit peu à tout ça, à la nature, prendre conscience que sans la nature, bah, il y a plus de vie. Donc j'essaye moi, à ma manière, à mon échelle quoi, de pouvoir, sensibiliser un maximum les gens sur l'importance de respecter notre environnement pour les stages bushcraft et puis après pour les expéditions, je l'ai évoqué il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Le La première expédition que j'ai faite personnellement, ça a littéralement changé ma vie, ma manière d'aborder les choses, de voir les choses. Je me suis dit que c'était pas possible que ce type d'expérience-là, je les garde pour moi. Il fallait que j'arrive à partager ça à un maximum de gens et c'est pour ça que j'ai essayé de rendre mes expéditions perso accessibles à tous ou presque en tout cas, pour leur faire découvrir, les bienfaits de vivre une aventure comme ça, dans la nature. Et si on parle un petit peu plus de ces bienfaits, j'imagine donc que c'est lié à ce que tu disais que ça a vraiment changé, ta vie. Est-ce qu'il y aurait peut-être deux trois points clés que tu pourrais nous partager? Alors ça, c'est vraiment particulier aux expéditions, plus qu'aux stages de bushcraft, parce que, les gens qui viennent avec moi en expédition, ils ont déjà la volonté d'aller chercher quelque chose qu'ils n'iraient pas chercher, en temps normal. C'est-à-dire, partir, dans des régions isolées, très sauvages, pendant plusieurs semaines, dormir tous les jours dehors, affronter les intempéries, affronter toutes les météos possibles et inimaginables, réaliser une itinérance plus ou moins longue. Alors elle est longue au Canada, elle est moins longue quand on est en Laponie. Et ben, ça pousse à être humble, ça pousse à se dépasser physiquement, mentalement, à aller chercher encore une fois des choses qu'on n'irait pas chercher en temps normal, à ouvrir de nouvelles portes qu'on pensait définitivement fermées et on ressort de ces expériences grandis, plus fort et ça nous permet, je pense aussi, pour certaines personnes, de se recentrer sur des choses essentielles et de se rendre compte que le train-train quotidien, le matériel, pas mal de choses, avec lesquelles on vit tous les jours, c'est pas ce qu'il y a de plus important finalement et qu'on peut être, vraiment heureux, d'une autre manière avec des choses simples. Oui, parce que tu prônes beaucoup donc ce retour à l'essentiel et de ce que je sens par rapport au bushcraft, c'est vraiment aussi comme je le disais tout à l'heure où ce côté, expérience sensorielle. Tu parles beaucoup donc du bois, du travail des ressources de la terre. J'imagine qu'on rentre un peu dans un état méditatif, on va dire, quand on est à la fois dans ce côté, on est en expédition et on arrive à mêler un petit peu le bushcraft à tout ça? Ouais, c'est, alors moi je dis souvent, je fais pas de comment dire? De méditation à proprement parler. En fait, ma méditation, c'est quand je suis dans la nature. J'aime bien je parle pas beaucoup et j'aime bien juste profiter de ce que j'ai autour de moi. Même si je suis en train de faire quelque chose, de construire quelque chose, d'utiliser des ressources, pour fabriquer, tout et n'importe quoi. C'est une manière pour moi de méditer et de me recentrer sur des choses essentielles, de me dépolluer de toutes les choses du quotidien. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, 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 complètement et je suis un petit peu curieuse par rapport à, si on revient plus sur, vraiment le bushcraft à proprement parler, quelles sont les compétences clés que tu essaies de transmettre? Est-ce que tu as des grandes lignes, en fait, dans tes apprentissages? Oui, alors que comme je te le disais, ça reste de la découverte, donc j'enseigne aux gens comment bivouaquer en sécurité. Alors, là, je leur apprends comment bivouaquer avec un tarp, dormir sous un tarp, c'est une bâche, ou dormir en hamac, installer son hamac correctement. En tout cas, bivouaquer en sécurité, traiter de l'eau pour la rendre potable, allumer un feu, de manière sécurisée, connaître la législation sur le feu qui est rigoureuse et on peut pas faire n'importe quoi et puis après, bah, leur enseigner des basiques. Alors, il y a tellement de choses qu'on peut aborder sur les stages et il faut que je me concentre sur certaines choses. Je peux pas tout faire sur les stages de 2 ou 3 jours. Donc on reste sur des choses qui plaisent aux gens. Je leur apprends à faire du savon, je leur apprends à sculpter une cuillère, à faire des constructions en bois, à utiliser plusieurs techniques, de froissartage, c'est pour faire des constructions. Je reste sur des basiques qui sont pour moi,
les essentiels on va dire du bushcraft et après c'est tellement large il y a tellement de choses à aborder que c'est infini, en fait. Et qu'est-ce que tu penses un peu de cette, je sais pas si on pourrait appeler ça une tendance, mais j'ai l'impression que voilà, tout ce qui est, survie, dans les milieux naturels, un peu bivouac, aventure, j'ai l'impression que, tu vois, on parlait de YouTube tout à l'heure, que c'est un peu en train de se généraliser, de partir un peu dans tous les sens. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a une grosse tendance depuis plusieurs années sur toutes les activités, dans la nature, dites de bushcraft, survie, et cetera, aventure. J'en pense que c'est bien, il y a un côté, positif puisque du coup, bah, ça fait du bien aux gens qui habitent en ville de pouvoir regarder peut-être des vidéos comme ça. Ça leur permet de voyager, de se libérer un petit peu, l'espace d'un instant de leur quotidien et puis il y a aussi un côté négatif. Ça rend ça aussi tellement, accessible à tous. Ça l'est, hein, c'est accessible à tout le monde, mais on n'a pas tous les mêmes connaissances, on n'a pas tous la même manière d'appréhender les choses et on se rend compte, surtout depuis l'apparition, du covid et des premiers confinements, qu'il y a eu un énorme attrait à la nature derrière tout ça, derrière ces confinements-là et beaucoup de gens qui sont allés dans la nature, qui n'y connaissaient rien et qui se sont mis en danger, principalement en montagne. Oui et c'est encore le cas aujourd'hui. Les gens qui partent en montagne parce qu'ils ont besoin d'aller dans la nature, ils ont vu des vidéos sur YouTube et ils partent en montagne en tongs, ils partent en montagne en été, en short et t-shirt sans prendre de vêtements chauds. C'est tous que en montagne, le temps, il peut très vite tourner, même en été et du coup et ben, le PGHM, les secours en montagne sont appelés, régulièrement pour des broutilles, pour des choses qui ne devraient pas y avoir lieu. Du coup, il y a tout ce côté-là un petit peu négatif des gens qui vont dans la nature pour faire un bivouac et allumer un feu dans des endroits où c'est interdit d'allumer du feu, qu'ils le font de manière absolument pas sécurisée. Ça a déclenché des incendies dans de nombreux endroits. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont du coup négatives et puis après il y a tout un autre aspect de gens qui fantasment. Alors c'est plus là, on est plutôt sur l'aspect survie, de gens qui fantasment sur des effondrements de société et de se dire, bah, si un jour il y a un problème, je vais dans la nature pour me réfugier, ce qui est complètement utopique. Mais bon, ça, c'est un autre sujet et donc du coup, ces gens-là vont dans la nature pour, s'exercer et il y a des dérives, dans tous les sens. Ouais. Ce que j'allais te demander, qu'est-ce que tu as toi comme public pour les gens qui viennent, faire, que ça soit tes expéditions? Alors j'imagine c'est des publics, différents, mais, pour les expéditions et pour ce qui est bushcraft, est-ce que tu as des publics particuliers ou tu as vraiment de tout? Alors sur les stages de bushcraft, j'ai vraiment de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Des gens qui veulent juste se reconnecter un petit peu à la nature, des gens qui ont entendu parler du mot bushcraft et qui veulent découvrir ça, des gens qui pratiquent déjà un petit peu de leur côté et qui veulent se perfectionner. J'ai vraiment de tout. C'est ce qui est intéressant dans mon métier, c'est je rencontre plein de gens différents que j'aurais pas rencontrés en temps normal, donc c'est enrichissant et puis pour les expéditions, il y a un peu de tout, mais c'est quand même des personnes qui veulent aller chercher plus loin que juste un stage de découverte de 2 ou 3 jours, qui veulent vivre vraiment des expériences et des aventures, uniques dont ils se souviendront toute leur vie. Puisque si tu vas avec moi en expédition, tu vas t'en souvenir toute ta vie, c'est garanti. Hem et qui veulent, qui veulent, je parle des fois d'un ami, Damien, qui est devenu un ami. À la base, c'est un ancien stagiaire qui est venu après plusieurs stages, plus sur une expédition au Yukon. Qui avait besoin d'ouvrir des portes qu'il avait de fermées dans sa tête et du coup, bah, venir avec moi en expédition, ça lui a permis d'ouvrir des portes qu'il pensait définitivement fermées c'est souvent des gens comme ça que je peux avoir en expédition, qui veulent essayer je vais me répéter, mais d'ouvrir des portes qu'ils pensaient fermées et c'est avec ces gens-là que je passe des super moments ils s'épanouissent complètement pendant l'expédition. On peut les voir radicalement changer pendant l'aventure. On a une personne au début et on a complètement une autre personne à la fin et ça pour moi, c'est très gratifiant. Une des choses que j'apprécie le plus quand j'amène des gens en expé. C'est justement ce que j'allais te demander, ce qui te plaisait le plus dans ces expéditions, donc ce côté humain et est-ce que vous êtes des petits groupes quand même? Vous partez à combien à peu près? On n'est jamais plus de 8 en expédition, même, 7 en Laponie. Faut rester sur des petits formats parce que sinon c'est pas gérable.
Il faut qu'il y ait quand même un côté, relationnel, humain là qui puisse, il faut qu'il y ait une cohésion. Si on est trop, la cohésion de groupe, elle va avoir du mal à se faire et donc sur des petits groupes comme ça, elle se fait bien et c'est pour ça que je décide de pas amener plus de monde. Puis après c'est trop compliqué à gérer pour moi-même aussi, trop de stress. Oui, ça se transforme, un peu trop en colonie de vacances, après, quoi. Ouais, en colonie de vacances ou après ça peut aussi créer des groupes. L'idée, c'est pas de créer des groupes, c'est d'avoir un seul groupe uni et c'est comme ça que ça se passe bien et qu'on crée des choses, que l'aventure devient magique, quoi. Et quand tu parles de différents publics, est-ce que tu as, essentiellement des sportifs? Parce que quand on parle de justement cette expédition au Yukon, donc comme tu l'expliquais, il y a plus de 600 kilomètres, à parcourir. Ça fait quoi? Une soixantaine de kilomètres, en canoë par jour. Est-ce que c'est des grands sportifs? Parce que forcément, moi, j'ai vu tes stories, je me suis dit: «Non mais moi, un jour, je vais aller faire cette expédition au Yukon. Je vais aller découvrir, tous ces paysages, toute cette faune, toute cette flore, aller rencontrer les populations autochtones». Mais je me dis, moi, pagayer 60 kilomètres par jour, même si je suis pleine de bonne volonté et que je fais, un petit peu de sport, je me dis: «Est-ce que j'ai vraiment le niveau, pour partir là-bas, quoi?» Alors il y a pas besoin d'être un athlète, mais il faut quand même avoir une condition physique correcte. Moi-même, je ne suis pas un athlète, mais par contre, j'ai du mental. Donc quand mon corps, il a du mal à suivre, bah, c'est le mental qui prend le relais. Le mental, je sais qu'il me permet de pouvoir, tenir pendant longtemps. Il faut avoir du mental plus que du physique. Mais malgré tout, si on n'a pas du tout de conditions physiques, c'est pas la peine de venir sur des expéditions que je propose puisque, bah, on pagaie quand même beaucoup. Alors le Canada, c'est 55 kilomètres par jour minimum. Ça se fait relativement bien, hein, puisque le fleuve est très puissant, donc ça pousse fort. Si on fait que de pagayer, en 5 heures, on a fait les 55 kilomètres à peu près. Mais l'idée, c'est pas de faire que ça. On s'arrête pour explorer, pour pêcher, pour plein de choses. Donc les journées, elles sont plutôt entre 8 et 12 heures à peu près. J'ai pas là, cette année, j'avais un coach sportif qui était avec nous au Canada, mais sinon, les gens ont une condition physique normale, bonne, mais il y a pas d'athlète. Donc on pourrait dire que, tu vois, tu parlais de métamorphose pendant ces aventures, c'est des gens peut-être qui arrivent, et se découvrent, des capacités, à justement, voilà, pagayer, tous les jours et à se retrouver, changés à la fin de l'aventure un peu. Ouais, tout à fait, ça change les gens, enfin et puis, il y a des personnes qu'on n'aurait pas chez qui on n'aurait pas, misé, tu vois? On se serait pas dit: «Bon, bah, lui, ça va être un super aventurier», puisqu'il a aucune expérience dans la nature, il est pas très sportif et cetera. Puis en fait, ces personnes-là se révèlent pendant l'aventure et sont des super aventuriers et moi, j'adore découvrir ces gens-là comme ça. Cette année au Canada, je vais prendre l'exemple de Maxime, alors je l'appelle le touriste parce qu'il arrive un petit peu en touriste, il oublie plein d'affaires chez lui, il arrive, il lui manque la moitié des choses, mais à aucun moment il se plaint, il vient pour ça, il vient pour se dépasser et puis, même si il est pas parti gagnant au départ, finalement, bah, lui, il a voulu, pousser les choses à fond et puis faire 100 kilomètres sur une journée de navigation pour battre mon record de l'année d'avant qui était de 93 kilomètres. Il est arrivé à motiver tout le groupe, on a fait 100 kilomètres. Il s'est motivé tous les jours à faire le feu, on lui a rien demandé. Il s'est motivé très régulièrement à nous faire des galettes de pain et cetera et finalement, même si sur le papier, il partait pas gagnant, finalement, bah, c'est un sacré aventurier et voilà. J'adore, ça donne envie. Et est-ce que toi, tu as des aventuriers qui t'inspirent ou des grandes figures, que tu gardes en tête, à chaque fois dans tes expéditions? Non, moi, je suis pas inspiré par des grands aventuriers en particulier. J'ai pas de comment dire? Je suis pas fan d'un aventurier en particulier et cetera, je suis inspiré par tout le monde, en fait. Il y a plein de gens qui peuvent m'inspirer, qui sont pas forcément aventuriers, hein, mais alors quand j'étais gamin, effectivement, il y a des gens qui m'ont inspiré. C'est des gens qui sont pas connus, hein, mais qui m'ont inspiré pour l'aventure. Mais s par exemple, le dernier exemple que je peux te donner, qui va peut-être faire rire certains, c'est le documentaire d'Inoxtag sur l'Everest, si tu en as entendu parler? Bien sûr, oui. Du coup, je l'ai regardé et j'ai trouvé ça très inspirant. Alors après, il y a toujours les puristes, de la montagne et de l'alpinisme qui dénigreront, ce qu'il a fait. Mais j'ai trouvé que c'était quelque chose d'inspirant et du coup, bah, ce genre de choses-là, ouais, ça m'inspire, ça peut m'inspirer aussi, quoi. J'ai pas de personne en particulier, je peux avoir des stagiaires qui peuvent m'inspirer sur des choses, sur leur un parcours de vie, sur, voilà.
Et en parlant de stagiaires, donc si jamais les gens sont curieux par rapport aux aventures que tu proposes, pour conclure, tu peux peut-être nous dire les différents types, d'expéditions que tu proposes? Ouais, alors je propose des expéditions en Laponie finlandaise, 300 kilomètres au-dessus du cercle polaire sur le lac Inari. C'est une aventure qui se fait en packraft, c'est des kayaks gonflables et on réalise une itinérance, il y a pas de kilomètres prédéfinis, on fait ce qu'on a envie en fait en fonction de notre motivation. On se fait déposer par un hydravion, pour commencer l'expédition en haut du lac et après on a 12 jours pour revenir jusqu'à Inari. Donc on choisit l'itinéraire qu'on a envie pour rentrer. C'est une aventure qui dure en moyenne 17 jours. C'est l'automne là-bas, c'est incroyable, il y a des aurores boréales, les paysages sont magnifiques. Il y a l'expédition au Yukon, qui est sur 3 semaines du coup, avec une itinérance de 665 kilomètres à réaliser. C'est la plus incroyable des aventures que je propose, jusqu'à présent. Après, il y a tous les stages bushcraft que je propose tout au long de l'année, entre mars et novembre, de 2 ou 3 jours. Il y a les stages grand froid dans la montagne, dans la neige que je propose en janvier et février. Et puis en mai, là, j'organise un nouveau, concept, j'ai rien inventé, mais avec un ami, on a créé entre guillemets «un stage». On peut pas appeler ça vraiment un stage, une petite aventure. On s'est beaucoup inspiré de koh pour créer une aventure pour ce type-là, en France, dans notre biotope. Donc du coup, ça va être une petite aventure sur 3 jours où on regroupe toutes les thématiques qui plaisent bien dans koh Lanta. Forcément toutes les épreuves sportives, les épreuves de réflexion, les équipes et cetera. Voilà, ça s'annonce vraiment, super. En tout cas, moi, ça me donne envie d'y participer. Je vais pas pouvoir, mais c'est pas grave, ça va être cool. Puis j'imagine, il y aura aussi, apprendre à faire du feu, comme on le voit justement dans l'émission, parce qu'en plus, tu vois, j'ai pas osé le dire tout à l'heure quand tu parlais, que dans tes stages, tu proposais, apprendre à construire une cuillère et ce genre de choses et j'ai pas pu m'empêcher de me dire: «Non mais si Julien était dans koh mais il ferait des des abris de folie, il aurait vraiment tout le matériel, parfait sur le camp, quoi». Ouais, ouais, peut-être, hein. Alors tu me verras jamais à koh Lanta, mais oui, je m'en sortirai mieux que certains, c'est sûr. Ouais, bon, c'est super. En tout cas, j'invite vraiment les gens à découvrir ton site où tu expliques, voilà, toutes les aventures que tu proposes, où on sent vraiment que tu es dans cette idée de transmettre un état d'esprit, de changer la manière d'appréhender la nature, les éléments et aussi c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais de mesurer l'impact, de l'homme, pardon, sur la nature. Donc voilà, j'invite les gens à découvrir ton site et d'ailleurs peut-être nous expliquer pourquoi Caillot Experience? Caillot, c'est un pseudo que j'ai depuis 20 ans peut-être. Je faisais de la musique avant, c'était mon pseudo et du coup, quand j'ai commencé à montrer ce que je faisais dans la nature sur les réseaux sociaux, je voulais pas donner mon nom. Donc j'ai utilisé ce pseudo-là, Caillot et c'est resté. Je me suis fait connaître avec ce nom-là, donc je l'ai gardé. En tout cas, je mettrai le lien vers ton compte Instagram, vers ton site. Merci beaucoup pour ton temps, d'avoir pris, ce temps qu'on puisse échanger ensemble et puis, je te souhaite de magnifiques aventures, et hâte de découvrir la suite. Je te remercie pour tout. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Salut. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a permis de vous évader, de voyager et que ça vous a peut-être donné aussi des pistes et des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Votre soutien est précieux, alors si ce podcast vous plaît, je compte sur vous. N'hésitez pas à le partager, laisser des commentaires et pourquoi pas 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram Good Visa Podcast. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques secondes et pourtant ça m'aide tellement. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et c'est tellement gratifiant de lire vos retours sur les épisodes qui vous ont plu. Alors du fond du cœur, merci pour tout et à bientôt.